Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition jeunesse qui sera consacrée à la série de livres Aventure dans un monde rebelle. Je suis Francis et comme à l'habitude, pour les émissions jeunesse, je suis accompagné d'un collaborateur du public cible, à savoir ma grande fille Tamara. Bonjour Tamara. Bonjour. Et pour toi Tamara, quoi de neuf côté Star Wars ces temps-ci? J'ai commencé la lecture du roman Tarkin et on est en train de réécouter la série Rebels. Puis je viens de finir aussi la lecture du comic Star Wars 8, La mort de l'espoir. Ouais, comment tu l'as trouvé, La mort de l'espoir? Très bon. Ouais, on a justement fait la critique, moi et Loïc, de cet album-là récemment. C'est quelque chose, hein? C'est un album impressionnant. Ouais. On comprend pourquoi il y a bien des personnages qu'il y avait dans Rogue One puis dans Un Nouvel Espoir qu'on revoit pas par après. Et puis on comprend, et c'est la suite de toute l'histoire de comment les rebelles ont eu la flotte Mon Calamari. C'est quand même très très intéressant, j'ai trouvé comme arc narratif. Moi aussi. Et moi de mon côté, ces temps-ci, j'ai complété, j'avais mis ça de côté avec le rush de Noël, là, le film, la série Mandalorian. Fait que j'avais pas lu encore Le Collectionneur. Fait qu'en janvier, j'ai lu le livre Le Collectionneur. Quand même une lecture très intéressante. Et sinon, c'est les comics comme d'habitude de mon côté. Donc, on a la nouvelle série Star Wars qui vient de commencer en anglais. On a la nouvelle série Darth Vader qui a commencé il y a quelques jours. Et dans les deux cas, ça part très bien. Et il y a la série Rise of Kylo Ren aussi, qui est très intéressante. C'est quand même très très Ben Solo, de Ben Solo vers Kylo Ren. Donc, on apprend quand même beaucoup de choses. Je vous suggère de jeter un œil à ça. Pour joindre notre communauté de fans et d'auditeurs, ainsi que pour participer à nos enregistrements en live, rejoignez notre serveur Discord et puis pour montrer vos couleurs, dirigez-vous vers la boutique de Star Wars en direct pour vous procurer des t-shirts, des produits dérivés et on a une toute nouvelle boutique depuis peu sur laquelle il y a beaucoup plus de produits qu'avant. Donc, par exemple, pour toi, Tamara, tu trouverais peut-être des choses à ton goût. Par exemple, dans les vêtements, il y a des robes, il y a des jupes. Je pense qu'il y a des coussins aussi, des petits coussins décoratifs, donc aux couleurs de Star Wars en direct. Et une autre nouveauté aussi, c'est que notre leader suprême, Danny, fait des designs très originaux aussi, là, qui sont pas nécessairement Star Wars en direct, mais qui sont reliés à Star Wars. Donc, il y en a un justement que les gens semblent vouloir se l'arracher là, en ce moment. C'est un mix entre le logo original des Lego de l'espace, donc dans les années 80 et peut-être début 90 même. Donc, les Lego de l'espace, là, un fameux logo classique. Et Star Wars, donc l'espèce de planète, je crois que c'est la deuxième étoile de la mort, celle qui était en chantier, là. Et le vaisseau, si on peut dire, la fusée qui était sur le logo, là, c'est le Faucon Millennium. Et on voit que le tout explose, là, tu sais. Bref, c'est super beau et tout le monde a l'air de beaucoup l'apprécier. Fait que si en plus vous prenez des vêtements ou des t-shirts de la couleur, des 5 couleurs, là, tu sais, qu'il y avait des Lego de l'espace à l'époque, donc le rouge pétant, le bleu, le jaune, le blanc, le noir. Donc ça vous fait vraiment un super beau modèle. Et comme toujours, on remercie nos partenaires, Minting Box, Star Wars Holonet, Siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Et sur ce, Tamara, on va passer en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Pour commencer, Tamara, si tu nous expliquais Aventure dans un monde rebelle, c'est quoi au juste? C'est une série de 7 romans juniors publiés en français par Hachette dans sa collection Bibliothèque verte. Des courtes lectures de 128 pages. En version originale, ça s'appelait Adventure in the Wild Space. Pourquoi Hachette a changé Espace sauvage par Monde rebelle, on sait pas, mais c'est comme ça. Bref, c'est écrit en alternance par Cavan Scott et Tom Hundelson.
Ouais, Cavan Scott, qui commence à être un nom de plus en plus connu dans le petit monde littéraire de Star Wars, il signe régulièrement des livres et des comics plus jeunesse, mais c'est aussi l'auteur du plus récent audiodrama Dooku Jedi Lost, qui était sorti l'hiver dernier et qui vient tout juste l'automne dernier d'être publié en version papier, donc un peu comme un roman, suite à la popularité là, que l'audiodrama a eu l'hiver dernier. On a fait une émission avec Jean-François là-dessus, et Jean-François l'avait un peu moins aimé. Moi, j'avais beaucoup apprécié. Donc, je vous conseille ça. Et du côté de Tom Huddleston, c'était sa première participation dans le petit monde de Star Wars, et la seule jusqu'à maintenant. Donc, on ne sait pas si on va le revoir bientôt, mais c'est ça, c'est un néophyte dans l'univers Star Wars. Et on va raconter l'histoire de chaque livre par après, mais disons globalement qu'on suit 2 enfants dont les parents, explorateurs de l'espace sauvage, ont été enlevés par l'Empire. Donc ils vont tout faire pour retrouver leurs parents, accompagnés de leur singe lézard et de leur droïde CR-8R, ou Crater, qui se trouve régulièrement dans les comics jeunesse de IDW et dont on a déjà parlé dans le Star Wars en direct jeunesse numéro 2. Oui, donc on doit faire une petite alerte divulgateur tout d'abord. On va dévoiler les intrigues de chacun des livres. Donc, si vous voulez vous garder la surprise et les lire avant de revenir nous écouter, libre à vous, vous êtes prévenus. Et on ne l'a pas mentionné, mais à titre informatif, c'est des livres qui, contrairement par exemple aux livres de chez Pocket, c'est des livres qui se trouvent en magasin ici au Québec. Et c'est vraiment pas dur à trouver autant en librairie que dans les grandes surfaces, là, les Walmart et compagnie pour pas les nommer. Et c'est quand même pas si élevé. En Europe, je crois que c'est aux environs de 5€. Et ici au Québec, je crois que ça revient quelque chose comme 10$. Et j'ai même vu des promos à 2 pour 15. Donc c'est quand même assez facile à trouver. Et on va vous dire si en tout cas cette série-là d'aventures dans un monde rebelle vaut le détour et vaut la peine que vous lisiez ça ou que vous l'offriez par exemple à un jeune lecteur qui serait intéressé par Star Wars. Donc le premier volume s'intitule La Fuite. L'auteur c'est Cavan Scott dont on vient de parler. Et je vais vous lire un rapide résumé et on va vous dire après ce qu'on a pensé de la lecture. Ça te va, Tamara? Oui. Donc, Lina Graff était inquiète. Elle avait reçu un appel à l'aide de son jeune frère de 9 ans, Milo, et était partie le chercher dans les marais. Leurs parents étaient des explorateurs interplanétaires qui cartographiaient l'espace sauvage depuis plus de 15 ans. La famille venait d'arriver sur ce planétoïde sans nom, et Milo, passionné par la faune, était immédiatement parti explorer les environs. Lina était accompagnée de CR-8R, un droïde construit par leur mère à partir de pièces de plusieurs modèles différents. Ils finirent par trouver Milo, qui tentait d'attraper une étrange créature sous l'œil amusé de son singe lézard koakien, Mork. Il avait appelé sa sœur pour avoir de l'aide afin de saisir l'animal. Après quelques démêlés avec la flore locale, les enfants et le droïde s'apprêtaient à rentrer au campement quand ce dernier reçut une grande quantité d'informations codées envoyées par la mère de Milo et Lina. Il commença à les décrypter sur le trajet du retour, mais il n'avançait que lentement en raison de la masse de données. À leur arrivée, le campement était vide. Ils trouvèrent rapidement, abandonnés par terre, le collier de leur mère et un enregistrement vidéo. Ce dernier montrait que leurs parents avaient été faits prisonniers par des troupes impériales sous les ordres du capitaine Corda. Celui-ci semblait très intéressé par les données en possession des Graff. Une partie de celle-ci lui avait cependant échappé car la mère des enfants était parvenue à l'envoyer discrètement à CR-8R au cours de l'arrestation. L'enregistrement s'achevait alors que Corda ordonnait aux Stormtroopers de retrouver les enfants et de les éliminer. Sous le choc, Lina et Milo décidèrent de retourner au vaisseau familial, mis à l'abri dans une grotte à proximité. Mais arrivés sur place, ils constatèrent que les troupes impériales les avaient précédés et plaçaient des charges explosives sur les parois de la grotte. Découverts, ils parvinrent à échapper aux soldats, mais, un tir ayant fait s'écrouler l'entrée de la caverne, ils se retrouvèrent bloqués à l'intérieur avec le vaisseau et les charges prêtes à exploser. Ils décidèrent alors de fuir à bord de leur vaisseau vers l'intérieur de la grotte en espérant trouver une autre sortie. Malgré ses 10 ans, Lina était une bonne pilote et elle réussit à quitter le réseau de tunnels de justesse alors qu'il s'effondrait derrière son vaisseau. L'appareil rejoignit l'orbite de la planète, mais trop tard pour arrêter le vaisseau impérial qui sauta en hyperespace sous les yeux du petit groupe. Comprenant qu'ils n'arriveraient pas à sauver leurs parents seuls, les enfants mirent le cap sur la planète Toon, où ils espéraient trouver de l'aide. Donc, Tamara, dis-nous comment t'as trouvé ce premier volume des Aventures dans un monde rebelle? J'ai trouvé que c'était vraiment une bonne introduction pour la série. On apprend vraiment à connaître les personnages. Puis déjà, dans le premier tome, j'avais déjà un attachement pour certains personnages. Et aussi, dans le livre, il y a plusieurs images, mais sans en avoir trop, ce qui peut
faciliter ou juste donner plus de plaisir aux plus jeunes lecteurs. Ouais, puis on l'a pas mentionné, en début de chaque livre, il y a une petite description des personnages. On a mentionné tantôt le droïde Crater, qui était un ramassis, là, un droïde avec plein de pièces récupérées, de plein de morceaux. Fait que pour les auditeurs, pour donner une image, c'est la base, donc c'est un droïde qui vole. La base est une base de droïde sonde impériale, donc ceux qu'on est habitué de voir, là, par exemple, dans l'Empire contre-attaque. Ensuite, il y a un corps, par-dessus ça, il y a un corps d'astromécano à la R2D2. Il y a un bras à la C3PO, donc de droïde de protocole. Il y a un autre bras que c'est pas trop clair c'est quel type, là, mais un peu comme une pince. Donc au lieu d'être plein de doigts, c'est juste une pince. Et enfin, il y a une tête par-dessus tout ça. Et c'est une tête de droïde qu'on a vu quelques fois dans Clone Wars, je pense. C'est entre autres la tête du droïde qui aidait les jeunes Padawan à fabriquer leur sabre laser. Il était dans un vaisseau, là, puis il y avait des armoires pleines de morceaux de sable laser. Puis là, les jeunes, c'était quand ils étaient partis avec Ahsoka chercher leur cristal. Là. Et c'est le même droïde, si je me trompe pas, en Tamara, qu'on voit dans les comics, dans les BD dont on parlait tantôt. Là, les BD, ça s'appelle juste Aventure, en fait, là, chez Delco en français. Ouais. Donc, maintenant, en fait, ça s'appelle Nouvelles Aventures. Mais bref, on avait critiqué les 3 premiers numéros dans un autre Star Wars en direct jeunesse. Donc, lui, il perdure, et les autres personnages dans la BD, je pense que c'est les petits-enfants, quelque chose comme ça. De l'inographe, en tout cas, quelque chose de même. Mais bref, c'est le même droïde. Et on a mentionné aussi qu'il y avait un singe lézard coakien. Ceux qui se feraient pas une image là, de ce que c'est, ben c'est l'espèce de bestiole là, qui est dans le palais de Jabba, là, qui arrête pas de rire sans arrêt. Là, celui-ci s'appelle Mork. Et aussi, c'est vrai que maintenant, on en a vu plusieurs dans la série Mandalorian. Hein, ouais. Ils font griller ça comme des poulets. Il y avait une scène très triste, là. Il y en avait un dans une cage là, qui regardait un de ses semblables se faire griller. Mais bref, c'est un peu le même genre d'attitude aussi que celui de Jabba. En tout cas, malcommode, indiscipliné. Ouais. Et d'ailleurs, le droïde le déteste. Absolument. Il n'arrête pas de chialer après. Sinon, évidemment, c'est une lecture rapide. On l'a mentionné, 128 pages. Puis tu sais, c'est pas des pages de dictionnaire. Là, c'est écrit gros. Ça s'adresse à un public plus jeune. Mais moi, j'ai quand même apprécié. Que j'ai trouvé que c'était une bonne introduction. Comme tu disais, ça nous présente les différents personnages. L'intrigue, donc les parents qui se font enlever. Ils se font enlever parce que c'est des explorateurs qui ont des données visiblement qui intéressent l'Empire. Et j'ai trouvé que on est dans l'espace sauvage, hein, puis malgré que c'est jeunesse, il y avait quand même de la description, tu sais, on sent qu'on n'est pas sur Terre, là, on sent que il y a des plantes bizarres, des bestioles bizarres, puis le garçon dans l'histoire, lui, visiblement, ça lui fait pas peur, là. Peu importe la bestiole, et on découvre que Lina, de son côté, a des notions de pilotage quand même pas pires. Ouais. Qu'on va voir aussi dans les autres volumes à venir. Mais c'est ça, une histoire, un début d'histoire quand même très intéressante. Et l'antagoniste, on n'en a pas beaucoup parlé dans le résumé, le capitaine impérial. Pour l'instant, c'est ça, ça semble être juste un officier comme un autre. Mais au fil de l'histoire, on va se rendre compte qu'il prend une importance plus grande. Tu voulais rajouter quelque chose, Tamara? Pour vous donner une idée, ils sont conseillés pour les 8 à 10 ans. Donc, ça peut vous donner une idée un petit peu de la grosseur de l'écriture. Ils ont la même grosseur et la même grosseur d'écriture que les livres qu'on avait déjà critiqués de Force du Destin, qui était Bibliothèque Rose. Ouais, effectivement. Donc, le deuxième volume qui s'appelle Le Piège. Encore une fois, l'auteur est Cavan Scott. Est-ce que tu peux nous lire le résumé, Tamara? Bien sûr. Après la capture de leurs parents par le capitaine Corda, Lina et Milo Craft approchaient de la planète Toon, où ils espéraient trouver de l'aide. Ils étaient accompagnés du droïde CR-8R et de Morg, un singe lézard coactien. Leur vaisseau, l'Oiseau Murmure, avait subi d'importants dommages et seul le courage et les capacités de mécanicienne de Lina permis à l'appareil d'atterrir sur la planète et non de s'y écraser. Remis de leur émotion, Milo et Lina contactèrent un associé de leurs parents, le Sulustien Dill Pexton. Il demanda aux enfants de lui apporter immédiatement les données transmises par leur mère. Désireuse de protéger son petit frère, Lina décida de s'y rendre seule au rendez-vous, mais sans prendre les données avec elle. Arrivée chez Dill, elle découvrit qu'il les avait trahis et fut capturée par le capitaine Corda. Ce dernier contacta Milo pour arranger une rencontre afin de procéder à un échange, Lina contre les données.
Le jeune garçon n'ayant pas le choix, il accepta, mais il avait déjà un plan pour sauver sa sœur. Arrivés au lieu de rendez-vous, Milo et CR8R retrouvèrent Lina, mais ils furent bien vite encerclés par des Stormtroopers. Le droïde imita alors un cri de détresse d'un insecte local, provoquant l'arrivée d'un gigantesque Asing. Le chaos qui s'ensuivit permit au petit groupe de s'échapper à bord d'un bateau sur les canaux de la ville. Malheureusement, Corda les vit et les prit en chasse avec un speederbike. Une course-poursuite riche en rebondissements s'ensuivit, mais les fugitifs parviennent à rejoindre l'oiseau et à décoller. Cependant, Corda ordonna au vaisseau impérial d'empêcher l'appareil de quitter l'atmosphère de Toon. Sa détermination à les capturer s'était encore accrue car il venait de recevoir un appel de Darth Vader qui lui réclamait les données de Kraft. Alors qu'il scannait les communications pour déterminer la position des vaisseaux impériaux et ainsi de trouver une trajectoire de fuite, les fugitifs captèrent un message en provenance de la planète Zirl dans le système Galidor qui parlait de résistance à l'Empire. N'ayant plus personne vers qui se tourner, ils décidèrent de se rendre à la source du message. Donc toi, Tamara, qu'est-ce que tu as pensé de ce deuxième volume, Le Piège? Je l'ai trouvé excellent. Par exemple, j'ai trouvé que les événements étaient un peu prévisibles, comme la trahison de l'ami de leurs parents. Mm-hmm. Et aussi, quelque chose de très intéressant, dans une des images, on peut voir que leur vaisseau, l'Oiseau Murmure, est une navette impériale modifiée. Mm-hmm. Sinon, le résumé mentionnait que là, on découvrait que le capitaine impérial travaillait pour Vador. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris ou... Oui et non, parce que je me dis que souvent, des générales comme ça qui cherchent des choses comme ça, ça doit avoir une importance, puis ça doit compter pour les hauts placés comme Vador. Et oui, en même temps, parce que Corda a pas l'air d'un général... D'un grand chef? Ouais. Il a de l'air plus d'un tout nouveau dans le métier. Ben, c'est sûr aussi que dans n'importe quelle œuvre Star Wars, il faut qu'il y ait des codes, hein. Faut qu'il y ait des références à ce qu'on connaît. Puis bon, Vador, c'est le méchant ultime, encore plus pour les plus jeunes. Donc c'est bon de voir que Corda est un peu là, à son service. Je tiens à préciser parce que cette fois-ci, on voit le capitaine Corda sur la couverture. Et juste pour vous faire la description parce que vous ne le voyez pas, c'est un capitaine, puis je pense qu'on va le comprendre. Impérial, ouais, un officier impérial. Je pense qu'on va le comprendre dans les autres livres, mais il y a une mâchoire en robot. Ouais, toute une mâchoire d'acier. Là. Fait que moi, je me demande qu'est-ce qui lui est arrivé pour avoir ça. Mais ça, c'est typique autant des comics, par exemple, que des livres jeunesse, tout ça. Faut toujours que les officiers impériaux aient des membres robotisés. Là, ouais. mais bon, c'est ça. C'est histoire de le distinguer aussi. Là. Et moi, je me suis noté qu'il y avait vraiment un air très Venise ou antique à cette cité-là. C'est le monde où est-ce qu'ils vont, là, sur Toon. C'est très grec un peu, ou avec des romains, là, avec des grandes colonnes. Ouais. Puis bon, les canaux, c'est pour ça que je disais ça faisait très Venise. Là, ils se promènent en bateau sur des canaux dans la ville. Donc, c'est quand même une histoire intéressante. Comme tu disais, la trahison là, de l'ami de leurs parents, on la voit venir comme lecteur habitué. Là. Je sais pas si vraiment un plus jeune là, en serait surpris. C'est très possible. Et au final, on l'a pas tant mentionné dans le résumé, mais Milo réussit à faire échapper sa sœur grâce à une espèce d'insecte local là, qui avait capturé ou apprivoisé, je sais pas comment dire ça. Mais c'est ça, fait que le côté explorateur revient tout le temps dans les récits. Là, donc, c'était aussi assez prévisible qu'elle allait pas donner les données au Capitaine Corda. Ouais, ben ça, c'est comme l'intrigue, là, la grosse intrigue jusqu'à maintenant. Parce que sinon, je sais pas comment il aurait fait pour continuer la série. Ouais, ça aurait été juste deux livres. Ouais. C'est bon. Entre lui et le premier jusqu'à maintenant, ton préféré? Le deuxième. Ouais, le deuxième. Ben, celui-là est très, très action. Ouais. Tu sais, là, on n'a pas besoin de présentation de personnages, tout ça. Non. Donc, c'est de l'action du début à la fin. Là. Donc, pour le volume 3, La Tanière, on change d'auteur avec Tom Huddleston. Celui-ci, du point de vue du résumé, c'est relativement court. Donc, Milo et Lina ont besoin d'aide pour libérer leurs parents, détenus par l'Empire. Persuadés que des rebelles se cachent dans la jungle, les deux enfants décident de partir à leur rencontre. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'une menace terrifiante plane sur eux. Donc, si je peux résumer rapidement, c'est que les deux jeunes se rendent sur la planète Chrysil,
Xil, X-I-R-L, dont on vient de parler dans le volume précédent, où est-ce qu'il y avait un émetteur qui envoyait un message de résistance contre l'Empire. Mais une fois sur place, c'est une planète, tropicale là, ou en jungle. Et une fois sur place, une fois qu'il remonte jusqu'à l'émetteur, jusqu'à la base, la source du signal, ils se rendent compte qu'en fait, la base en question est habitée, si on peut dire, ou squattée par des mercenaires. Et ceux-ci essayent de les piéger, de les dépouiller. Donc, mais en s'enfuyant, ils se retrouvent à se cacher dans une grotte où est-ce que se cache une terrible bête. Donc, évidemment, le titre, c'est la tanière. Donc, c'est la tanière d'un énorme monstre que les mercenaires-chasseurs de primes vont affronter tous en équipe. C'est l'étape sur cette planète-là qui résume l'ensemble de ce volume-là. Parce qu'après ça, les enfants vont réussir à s'enfuir à nouveau, entre autres grâce à l'action d'un des chasseurs de primes. Ils repartent dans l'espace à la recherche de quelqu'un pouvant les aider à retrouver leurs parents. Donc, Tamara, de ton côté, qu'est-ce que tu as pensé de La Tanière? Moi, j'ai trouvé que c'était un excellent roman. J'ai trouvé que l'espèce de grosse créature était vraiment très originale. J'ai trouvé que c'était comme un mélange entre un crabe puis un gros insecte dans Starship Troopers. Mais version très 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 gros. Ouais, gigantesque. Et j'ai aussi remarqué dans une image qu'un des mercenaires était de la même espèce que le Grand Inquisiteur dans Star Wars. Ouais, une espèce de visage gris pâle avec des lignes. Là. Ouais, mais c'est un très bon roman, mais personnellement, j'ai trouvé que le 2 était vraiment meilleur. C'est intéressant aussi j'ai bien aimé l'aspect que les chasseurs de primes pensent pas juste à s'enfuir, là, ils veulent vraiment s'attaquer à la bête, etc. Puis ils finissent, même si pour chasser les enfants, finissent par les... c'est pas toute l'équipe là, qui les aide, là, mais finissent quand même par les aider à se pousser. Encore une fois, on a un design de vaisseau de leur part aussi qui fait très comme dans le Mandalorien, la nouvelle série. Ouais. Ou plusieurs autres vaisseaux qu'on avait vus, là, entre autres dans The Clone Wars, avec 2 méga réacteurs de chaque côté là, du fuselage. Moi, je vais dire comme toi, c'est peut-être pas le meilleur. Moi, ça me faisait penser, en fait, à, que ce soit dans The Clone Wars ou dans Rebels, quand on avait des épisodes vraiment de remplissage, là, étapes qui servaient pas à grand-chose, qui servaient à remplir la case horaire, là, mais que, tu sais, au final, sont au même point de départ, là, et il y a rien qui... On peut enlever ce numéro-là, puis ça change pas grand-chose. Puis c'est drôle à dire, parce que, justement, c'est un numéro qui a été extrêmement dur à trouver à l'époque de sa sortie. Donc, je sais pas s'il y a eu des réimpressions depuis, mais je sais qu'en France, il était complètement inaccessible là, pour ce qui est de le commander. Et tout à coup, il est apparu dans les magasins au Québec, donc l'info s'est vite propagée sur les différents sites, là, pages Facebook et compagnie de littérature Star Wars. Et dans le fond, finalement, il était disponible à plein d'endroits, là, dans les grandes surfaces, etc. Mais je sais pas si depuis il est revenu disponible en France, mais je sais qu'il y en a plusieurs que ça les écœurait parce que c'était le seul numéro sur les 7 qui leur manquait. Donc, c'était ça pour La Tanière. Prête à passer au volume 4, Tamara? Absolument. Il s'intitule de son côté Le Vol. Et on est de retour avec Cavan Scott à l'écriture. Donc, si tu peux nous faire la lecture du résumé? À la recherche des transmissions anti-impériales qu'il avait captées, Lina et Milo Craft, toujours accompagnés de CR-8R et de Morgue, arrivent sur Lothal. Au spatioport, ils rencontrent un Davaronien du nom de Psychiatro Visago. Il les avait entendus parler des transmissions et affirma que son patron pouvait les aider dans leur recherche. Il les amena auprès de Rask Oda, un Moncala, qui leur donna un scanner capable de détecter les fréquences des transmissions et localiser leurs sources. En guise de paiement, il s'empara de la tête de CR-8R qui avait précédemment appartenu à un droïde architecte pour l'ajouter à sa collection de reliques de l'Ancienne République. Les enfants protestent mais furent jetés dehors avec ce qu'il restait du droïde. Alors que Milo et Lina retournaient à leur vaisseau, ils rencontrèrent Salah Mondana. Elle était le capitaine d'un vaisseau-restaurant et leur offrit à manger. Mis en confiance, lui racontèrent toute l'histoire depuis l'enlèvement de leurs parents. Salah leur proposa alors de les aider à récupérer la tête de CR-8R. Elle leur expliqua qu'elle avait été une contrebandière et qu'elle conservait encore du matériel utile datant de cette époque. Grâce au plan de Salah, les enfants parviennent à récupérer la tête de CR-8R. Mais tout ne se passa pas comme prévu.
et ils furent obligés de s'enfuir dans les ruelles de la ville, pourchassés par les sbires de Rash-Odaï. Ils étaient sur le point de se faire prendre lorsqu'un homme arriva à bord d'un speeder et leur dit d'y monter. Reconnaissant la voix entendue dans les transmissions, ils obéirent. L'homme s'appelait Ephraim Bridger et il les conduit chez lui, où se trouvait sa femme, Mira, et leur fils, Ezra. Lina et Milo racontèrent leur histoire aux Bridger, qui les avertirent qu'un chasseur de primes, l'ombre, était à la recherche des plans contenus dans la tête de CR-8R. Ils leur montrèrent des holos et Lina et Milo identifient Shala Monata en effet. Après avoir échoué dans sa capture des enfants et du droïde, le capitaine Corda avait envoyé l'ombre à leur trousse. Celle-ci avait fait parler Méguin et appris que les Graphes se rendaient sur le Tal. Quand elle les avait trouvés, ils n'avaient plus la tête de CR-8R. Elle les avait donc aidés à la récupérer. Son plan avait déraillé lorsque les enfants étaient partis avec Ephraim au lieu de la rejoindre. Les Bridgers découvrirent que Shala avait caché un traceur dans l'équipement des enfants. Ephraim le prit et partit en ville pour lancer la chasseuse de primes sur une fausse piste, pendant que Lina et Milo retournaient à l'oiseau murmure et quittaient la planète. Cependant, Shala n'avait pas été dupe et elle captura les enfants et le droïde. Elle les fit monter à bord de son vaisseau sous les yeux d'Ephraim qui s'était rendu compte que l'homme ne le suivait pas. Il contacta immédiatement un ami afin de monter une opération de sauvetage. Donc, Tamara, qu'est-ce que tu as pensé de ce 4e volume, le vol? Ce volume est un de mes préférés dans la série. Je pense que c'est mon 2e préféré. J'ai trouvé vraiment excellent, surtout qu'on retrouve plein de personnages qu'on avait déjà vus ailleurs, comme par exemple Vizago, Ryder, l'ancien gouverneur de Lothal, et les Bridger, avec les parents d'Ezra et Ezra. Ezra qui est encore... très jeune. Ouais, c'est ça. Pas bébé, là, mais pas loin. Et Vizago, les Bridger et Ryder apparaissent les 3 dans la série Rebels. Et j'ai trouvé aussi que l'intrigue était vraiment très intéressante. Je m'attendais pas... C'était pas aussi prévisible que dans d'autres tomes. Je m'attendais vraiment pas à ce que les Bridger apparaissent dans cette série-là. Ouais. Et aussi, on retrouve aussi plein de personnages qu'on avait déjà vus ailleurs, des droïdes, etc. Ouais, ben comme tu dis, c'est vraiment sans doute le volume de la série qui se rapproche le plus de la série Rebels. Hein, on est sur Lothal, comme tu dis, plein de personnages vus quelques fois ou entendus, dans le cas des parents Bridger. Comme tu dis, c'est peut-être moins prévisible que les autres aussi. Hein. On se demande justement, coudonc, qui va les trahir, qui va les aider, entre le chef mafieux local, la mercenaire qui a pris le contrat là, pour l'Empire. Les trouver. L'ombre. Ouais, l'ombre. Personnage très intéressant aussi, hein. Puis il va revenir dans d'autres volumes, mais dans celui-là, on a peu d'informations, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y en est. Beaucoup de personnages, ou en tout cas de références aussi, encore une fois, comme je disais tantôt, c'est ce qui est plaisant dans cette série-là, c'est qu'on nous ramène les aliens qu'on connaît, les aliens caractéristiques de Star Wars. Là, le chef de la mafia locale, c'est un Mon Cala. Ouais. Donc, qui se repose dans une espèce de tube d'eau, là, donc il flotte là-dedans. Ses hommes de main, c'est un Rodien là, qui fait penser à Greedo. Et l'autre, c'est un IG, donc un droïde comme on a vu dans l'Empire contre-attaque, dans The Clone Wars et plus récemment dans Le Mandalorien. Donc cette fois-ci, c'est IG-70 qui s'appelle. Donc c'est ça, moi j'ai quand même beaucoup aimé celle-là. Et l'intrigue, comme tu dis, non seulement n'est pas prévisible, mais elle est élaborée. Hein, ils mettent un gros plan en marche et puis j'ai trouvé que pour l'âge le public cible, quand même un plan, moi j'ai l'impression que les plus jeunes vont peut-être être perdus un peu dans l'histoire de celui-là. Ouais, parce que dans le fond, ils montent une arnaque un peu contre le chef mafieux de la place là, pour récupérer la tête de Crater. Ouais. Donc, mais c'est ça, vraiment très intéressant celui-là, j'ai trouvé. Et il y a un côté de développement de l'histoire un peu plus poussé que dans le volume précédent. Ouais. On n'est pas au point de départ à la fin. Ils en ont quand même appris beaucoup. Donc, ils ont trouvé ceux à l'origine des signaux rebelles, là, etc. Ouais. Donc, c'est ça. Un bon volume 4, là, le vol, j'ai bien aimé. Oui. Le seul roman à date qui finit pas très bien pour eux, par exemple. Oui, effectivement. Là, ils sont pas en bonne posture. Ils sont capturés par l'ombre.
Donc, on continue avec le volume 5 intitulé L'Obscurité. Encore une fois, on alterne d'auteur, on revient avec Tom Huddleston. Et je vous lis le résumé à l'instant. Donc, après avoir été capturé par la chasseuse de primes Shala Mondata, alias L'Ombre, Lina et Milo Graff étaient prisonniers à bord de son vaisseau et allaient être livrés au capitaine Corda. Pour sa part, Crater avait été réassemblé et muni d'un bouton d'entrave le rendant incapable d'aider les enfants. Un Lassat du nom de Davin ou Davin et un humain nommé Stell étaient également emprisonnés à bord du vaisseau. Ce dernier ne tardait pas à informer les enfants du passé du premier. Il était un individu très dangereux, connu sous le nom du boucher de Brentalcat. Ils étaient tous les deux en route pour la planète prison Noctu, donc à bord du vaisseau de la mercenaire chasseuse de primes. Soudain, les lumières du vaisseau s'éteignirent, Crater apparut peu après et son boulon d'entrave s'est désactivé avec la quasi-totalité des systèmes de l'appareil. Il libéra Milo et Lina. Ils allèrent inspecter le pont, laissant Stell et Davin en cellule. Ils identifièrent rapidement la source du problème. Le vaisseau transportait des caisses contenant des araignées cyborgs. Celles-ci s'étaient échappées et attaquaient certains des générateurs d'énergie du vaisseau. La lumière les faisait fuir, et elles semblaient être relativement inoffensives pour les êtres vivants, à condition que ceux-ci ne s'en prennent pas à elles. Mondata ayant commis l'erreur d'essayer de les éliminer, elle l'avait attaquée et les enfants la retrouvèrent inconsciente dans le cockpit. Le seul moyen de relancer l'appareil était de se servir du générateur d'énergie des cellules, le dernier encore en fonction. Malgré ses talents de mécanicienne, Lina ne pensait pas être capable d'y arriver seule. Stell s'y connaissant dans ce domaine, les enfants décidèrent de le libérer pour obtenir son aide. Revenu des cellules, ils découvrirent que Davin s'était échappé. Libéré, Stell mit le Lassat hors d'état de nuire. Avant de révéler la vérité aux enfants, Davin était un rebelle venu les sauver et Stell était le boucher de Brentalcat. Il travaillait pour l'Empire et s'était fait passer pour un prisonnier afin de déjouer l'opération de sauvetage prévue lors de leur arrivée en orbite de Noctu et ainsi mettre la main sur les complices de Davin. La présence de Stell avait empêché le Lassat de prévenir les enfants. Stell obligea Lina et Crater à l'aider à réparer le vaisseau pendant que Milo et Davin restaient en cellule. En travaillant, Lina se rendit compte que l'armement du vaisseau était toujours opérationnel, ce qu'elle cacha à Stell. Pendant ce temps dans les cellules, Milo et Davin parvinrent à couper les lumières, permettant ainsi aux cyborgs d'atteindre le générateur d'énergie de cette zone. Il cessa bientôt de fonctionner, déverrouillant les cellules et libérant les prisonniers qui se dirigèrent immédiatement vers le pont. Arrivés à proximité de Noctu, les Bridgers les attendaient à bord de leur vaisseau. Lina parvint à les prévenir du piège et abattit le vaisseau impérial présent en embuscade. Pendant ce temps, Milo et Davin mirent Stell hors d'état de nuire. Milo, Lina, Crater et Davin abandonnèrent Stell et Shala à leur sort à bord du vaisseau de cette dernière et s'enfuirent avec les Bridgers. Durant le trajet vers l'hôtel, ceux-ci annoncèrent aux enfants qu'ils avaient peut-être une piste concernant l'endroit où leurs parents étaient détenus. Donc, Tamara, qu'est-ce que tu as pensé de ce volume 5, L'Obscurité? J'ai trouvé que c'était un très bon roman, mais il aurait pu être vraiment meilleur. J'ai aussi trouvé ça surprenant que moi, quand je l'ai lu pour la première fois, je pensais vraiment que le Lassat était vraiment le boucher de... Ouais, le méchant. Ouais, mais finalement, ça m'a vraiment surpris que c'était l'autre monsieur, l'humain. Et aussi, je trouve que c'est vraiment... L'action tournait plus autour de Lina. Parce que Milo était enfermé avec le Lassat, fait que oui, il y avait des bouts où on parlait de lui, on disait qu'il allait s'enfuir. Mais c'était vraiment Lina qui était avec le méchant, qui l'aidait puis qui cachait des choses. Ben, j'ai trouvé que c'était un très bon roman, mais il aurait pu être plus détaillé. Ouais. En même temps, le format fait qu'ils peuvent pas tomber non plus dans des grosses descriptions. Ouais, mais c'est intéressant de revoir un Lassat. Encore là, une référence à la série Rebels. Même si c'est pas notre Lassat violet favori, là. Non. Et on a encore les parents de Ezra à la fin. Fait intéressant, leur vaisseau dont on vient de parler s'appelle le Rayon de Soleil. C'est soit le même ou un vaisseau identique, là, même modèle, que celui qu'Anakin pilote dans la série de Clone Wars quand il veut pas, que les gens sachent que c'est un Jedi qui arrive, là, ou tu sais, une espèce de vieux vaisseau dégueulasse, là, avec juste une aile d'un côté puis en dessous, là, et des canons rotatifs là, qui pouvaient tirer derrière lui. Bref, c'est ça, plein de petites références comme ça.
Comme tu dis, c'est peut-être un peu plus lent. Il y a peut-être moins d'action dans le sens que tout le côté sont en cellule, puis là, ils discutent avec les prisonniers. Ouais. C'est un bout quand même assez long de l'histoire aussi. Je pense qu'au moins 50 pages sont enfermées dans la cellule, peut-être même plus. Le début est quand même long à lire, mais une fois qu'ils sont libérés puis qu'on commence à découvrir les araignées robots, ben là, ça commence à être vraiment plus intéressant puis vraiment plus amusant. Mais moi, j'ai trouvé que ce qui est intéressant, c'est que ça variait quand même le type de récit. Tu sais, si à tous les volumes, c'était toujours le même style d'histoire, tandis que là, sont prisonniers dans l'obscurité complète, dans un vaisseau, qui a plus d'énergie, là, tu sais, et qu'il y a des bestioles. Là, on le dit dans le résumé, finalement, ils s'attaquent pas aux humains. Mais, tu sais, il y a tout cet aspect-là, légèrement horreur, ou en tout cas, tu sais, un petit côté alien, là, ou en tout cas survie là, dans un vaisseau là, à l'abandon dans l'espace. Ouais. C'est sûr que ça fait une évasion pas très difficile, tu sais, dans le cas pour la chasseuse de primes, là, qui était vraiment là, la grosse menace. Là. Mais non, moi j'ai quand même bien apprécié. Et l'histoire, effectivement, que là, c'est le Lassat qui, en fait, est un rebelle et que c'est l'humain qui est un criminel là, récidiviste, on va dire. Donc, ça, j'ai bien aimé. Derrière, c'est autant lui que le précédent, tout ça. Il y a toujours le côté dans ces livres-là à qui ils peuvent se fier. Hein, ça reste des enfants de 10 ans, si je me trompe pas, Lina. Et c'est toujours, il essaie toujours justement les gens essayent de les tromper, de les manipuler, etc. Donc ça, je trouve que c'est un des thèmes récurrents là, de la série. Ouais. Donc, si on passe au suivant, le volume suivant, volume 6, s'appelle Le Froid. Et encore une fois, on alterne d'auteur, on retourne avec Cavan Scott. Donc, Tamara, tu peux nous lire le résumé? Bien sûr. Accueillis par la famille Bridger, Milo et Lina Craft vivaient sur l'hôtel depuis quelque temps. Lorsque l'un des satellites utilisés par les Bridger pour diffuser leur transmission anti-impériale tomba en panne, Lina se porta volontaire pour aller le réparer. Cependant, les Bridger avaient reçu des informations localisant les parents de Milo et Lina dans le système Xala. Ne pouvant pas vérifier cette information et craignant un piège, ils avaient préféré ne pas en tenir compte. Le système Xala était proche de celui dans lequel se trouvait le satellite défectueux. Lina décida d'aller enquêter, ne prévenant Milo et Crater qu'au dernier moment. Arrivé dans le système, l'oiseau murmure fut attaqué par un autre vaisseau, à bord duquel se trouvait le capitaine Corda, qui était à l'origine des informations reçues par les Bridger. Gravement endommagé, l'oiseau murmure s'écrasa à la surface de la planète, sur un océan glacé. Alors que Lina était à l'extérieur pour évaluer les dégâts, la couche de glace céda et le vaisseau coula avec Milo et Crater à son bord. Corda, ayant lui aussi atterri, Lina dut s'enfuir dans une grotte de glace, mais elle finit par se faire capturer. Mais Corda était lui-même pourchassé par des snowtroopers. En effet, dans sa traque de graphes, il avait engagé un chasseur de primes. Quand l'Empire l'avait appris, il était passé en cour martiale et avait été condamné à travailler dans les mines d'épices de Kessiel. Il s'était enfui au volant d'un vaisseau prototype que l'Empire voulait récupérer. Corda continuait à traquer les graphes par orgueil et pour vendre les cartes de leurs parents aux plus offrants. Rattrapé par les snowtroopers, Corda perdit son combat contre eux et allait se faire tuer quand Lina lui sauva la vie. Elle avait décidé qu'elle n'était pas sans cœur comme lui et, de plus, elle avait besoin de son aide pour sauver Milo et Crater. Corda accepta un marché, la vie des occupants de l'oiseau murmure, contre les cartes. De retour à bord du Messager des Étoiles, Lina et Corda furent capturés par d'autres snowtroopers. Trahissant Lina, Corda s'allia avec les soldats et utilisa le rayon tracteur du vaisseau pour sortir l'oiseau murmure de l'eau. L'appareil remonté à la surface, Corda et les snowtroopers montèrent à bord mais le trouvèrent vide. À ce moment, deux créatures aquatiques géantes agrippèrent l'oiseau murmure et l'emmenèrent sous l'eau. En effet, lorsqu'ils étaient à bord du vaisseau immergé, Milo avait parvenu à communiquer avec les créatures et, une fois hors de l'eau, il leur demanda d'attraper l'oiseau avant de le quitter, piégeant ainsi les impériaux. Milo et Crater libérèrent Lina et quittèrent la planète à bord du Messager des Étoiles alors que Corda parvenait à s'échapper de l'oiseau murmure en laissant les snowtroopers à bord. Dans leur nouveau vaisseau, les enfants et les droïdes se rendent compte que Corda avait trafiqué l'appareil afin de pouvoir capter les communications impériales. Ils trouvèrent un message indiquant que les parents de Lina et Milo se trouvaient dans une colonie minière impériale sur la planète Agari, dans l'espace sauvage. Sur Agari, Risa et Auric Graf rencontrèrent Grand Moff Tarkin qui souhaitait leur parler de leurs enfants.
Donc, toi, Tamara, comment t'as trouvé ce volume-là, Le Froid? J'ai trouvé que c'était un tome très intéressant. J'ai trouvé que c'était vraiment le fun de revoir Corda. Il est dans tout le livre, en fait. Mm-hmm. Et aussi, j'ai trouvé intéressant que les espèces de grosses baleines qui aident Milo et Crater dans le livre, Crater, il a réussi à communiquer avec eux avec des lumières de toutes sortes de couleurs. Mm-hmm. J'ai trouvé ça intéressant que cette espèce des paroles ou des mots sont associés à une couleur. Ouais, il décode, là, dans le sens que c'est pas un code informatique, là, mais c'est que les créatures eux-mêmes, comme beaucoup de créatures marines, font de la lumière, hein, souvent. Et selon la couleur de la lumière qu'ils font, ça exprime leurs sentiments là, entre eux. Donc lui, comme c'est un spécialiste des bestioles, il comprend que telle couleur, ça veut dire ça ou ça. Fait que c'est comme ça qu'il communique avec eux, là. Donc dans Rebels, Ezra se sert de la force, mais là, dans Aventure dans un monde rebelle, Milo se sert de ses connaissances en vie animale. Comme tu dis, moi de mon côté, j'ai bien aimé l'arc, si on peut dire, l'histoire de Corda là-dedans. Donc on apprend qu'il est plus... au début, on se dit, bon, c'est encore l'officier impérial. Mais non, finalement, il est pourchassé par les impériaux. Dans son obsession de vouloir attraper les graphes, il a commis l'irréparable, on va dire, et maintenant, il se retrouve dans la même situation qu'eux, donc il va devoir fuir. Pourchassé par des snowtroopers, donc une belle petite référence à l'Empire contre-attaque. Le vaisseau aussi qui a volé, qui, si je ne me trompe pas, c'est une espèce de prototype là, de vaisseau impérial. Sinon, l'action qui se déroule un peu en deux temps encore, du côté de Lina puis du côté de Milo. Lina, elle, c'est à l'extérieur avec justement le Corda et les snowtroopers qui les pourchassent, tout ça, et finit par faire équipe avec Corda. Et sous l'eau, Milo et le droïde sont en train de... Je veux dire, on se demande comment ils vont pouvoir se sortir de cette situation-là. Et honnêtement, malgré que c'est un livre jeunesse, malgré que c'est... Comment dire, que c'est pas le dernier volume, moi aussi, j'en étais à me demander, mais comment ils vont bien pouvoir se sortir de là, tu sais, vraiment une navette coulée au fond de l'océan. La solution est quand même relativement enfantine avec les grosses bestioles, mais ça reste qu'il y avait tout un côté des films. Là, c'est moins à la mode ces temps-ci, il y en a un peu moins, mais les films justement de base sous-marine ou de vaisseaux sous-marins où est-ce que c'est ça, il y a un problème technique quelconque, puis bref, les gens sont pris là-dedans. Donc encore une fois, référence là, à des histoires un peu qu'on a déjà vues, mais mis dans l'univers Star Wars. Et c'est très varié là, l'action qui se déroule là-dedans. Donc non, moi j'ai trouvé que c'était un très bon numéro et que heureusement, ce n'était pas le dernier numéro en français. Hein, parce que quand, après la sortie de celui-ci, la Bibliothèque verte, donc Cachette, avait plus ou moins annoncé, ou en tout cas elle avait arrêté d'annoncer le prochain, elle passait à une autre série. Donc, pendant longtemps, on a eu comme simple information qu'il n'y aurait pas de numéro 7. Ça, comment dire, sur les forums puis les sites, ça avait chialé pas mal. Donc, finalement, plusieurs mois plus tard, Hachette a décidé, on va le publier, le numéro 7. Donc, c'est quand même bien. D'autant que celui-là se termine, le numéro 6, sur Tarkin. Donc là... Ça devient quand même de plus en plus intéressant, là, à moins de vraiment pas aimer le personnage de Tarkin, mais d'habitude, c'est quand même un très bon vilain là, dans une histoire. Moi, j'avais beaucoup hâte de lire le suivant, et il a fallu attendre quand même un certain temps pour le lire. Mais c'est ça, j'ai bien aimé l'évolution des personnages, entre autres Corda, qui justement se contente pas d'être l'officier impérial traditionnel, là, surtout considérant que c'est un livre pour les plus jeunes. J'ai trouvé qu'il avait quand même poussé son développement de personnage là, à un autre niveau. Donc le dernier volume, Le Sauvetage, on retourne avec Tom Huddleston comme auteur. Le résumé se lit comme suit. Ayant découvert que leurs parents sont détenus dans une colonie minière impériale sur la planète Agaris, Lina et Milo Graff, accompagnés de Crater et de Mork, décident de se rendre sur place pour les libérer. Arrivés dans l'atmosphère de la planète, leur vaisseau se fait abattre par un champignon géant. Témoin du crash, le gouverneur Tarkin comprend qu'il s'agit des enfants des deux prisonniers qu'il tente désespérément d'obliger à lui révéler les secrets de cette planète. Agaris est riche en acier quadanium, nécessaire pour la construction de l'étoile de la mort, mais le travail est à l'arrêt car des Stormtroopers ne cessent de disparaître. Tarkin envoie sur le lieu du crash un droïde de sécurité KX prêté par le directeur Krennic. Sur place, le droïde s'empare de la tête de Crater, pris au piège dans l'épave du vaisseau, mais Lina, Milo et Mork parviennent à s'enfuir.
Ils découvrent que la planète est peuplée de champignons intelligents. Dans un premier temps, ceux-ci les prennent pour Auric et Rissa Graff, qu'ils avaient rencontrés des années auparavant. Ils expliquent aux enfants qu'ils n'arrivent pas à s'approcher du camp impérial à cause d'un champ d'énergie qui les rend malades. Ils ont capturé un grand nombre de Stormtroopers en espérant faire fuir l'Empire, mais en vain. Un champignon du nom de Ufr accepte de les conduire près de la base impériale. Il ne peut rester avec eux à cause du champ d'énergie et les enfants se font capturer. Dans le même temps, Rissa et Auric sont conduits devant Tarkin qui leur annonce avoir obtenu toutes les informations dont il a besoin grâce à la tête de Cratère et qu'ils seront exécutés le lendemain. Alors qu'ils sont ramenés en cellule, ils parviennent à s'enfuir et tombent nez à nez avec leurs enfants. Pendant ce temps, Mork retrouve la tête de Cratère sur un tas d'ordures et l'aide à se procurer un nouveau corps. À nouveau mobile, le droïde parvient à libérer Lina. Ensemble, ils détruisent le générateur du champ d'énergie, permettant aux champignons d'attaquer la base. Tarkin tente de s'enfuir avec ses 3 prisonniers, mais Cratère, Lina et Urf, le champignon, l'en empêchent. Cratère détruit le droïde KX, mais Tarkin parvient à s'enfuir à bord de son vaisseau. Les champignons prennent le contrôle de la base, mais laissent les Stormtroopers partir. Sachant que l'Empire va revenir avec plus de soldats, ils décident de quitter la planète en se transformant en spore capable de voyager dans l'espace. Rissa parvient à réparer le vaisseau avec l'aide de Cratère, qui a retrouvé son corps normal, et toute la famille quitte Agaris. Les enfants et Cratère parviennent à convaincre leurs parents qu'ils doivent tous participer à la rébellion contre l'Empire et ils partent en direction de Lothal. Donc Tamara, qu'est-ce que tu as pensé de cet ultime volume, Le Sauvetage? J'ai pensé que c'était un très très bon tome. C'est mon tome préféré dans toute la série. J'ai trouvé vraiment intéressant. Il y avait beaucoup d'action avec les champignons qui parlent. Et aussi, il y avait Tarkin dedans, ce qui le rendait déjà beaucoup plus intéressant que les autres tomes. Et il y a un moment de l'histoire qui me fait rire, si je peux dire ça, que les parents étaient à 2 doigts de s'enfuir dans un chasseur TIE et leur enfant les appelle. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce qu'ils étaient vraiment... Ils allaient s'enfuir et là, ils sont fait capturer toutes les 4. Et aussi, Cratère, comme on dit, il a perdu son corps. Il était rendu avec un corps d'une machine pour soulever des caisses. C'était très rigolo comment il... Beaucoup plus puissant que la normale. Ouais. Moi, de mon côté, je suis pas mal d'accord avec toi. Je pense que ce serait le meilleur volume, une bonne conclusion. Évidemment, il y a l'aspect champignon intelligent là, qui peut surprendre beaucoup de lecteurs, à mon avis. Surtout que dans Star Wars, si je me trompe pas, en tout cas dans le canon, ça c'est sûr, c'est quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose de déjà vu. Donc des plantoïdes, là, comme on dit. Et on a quelques images dans le livre, là, c'est vraiment des champignons avec de toutes formes, par contre, de formes très différentes un de l'autre, mais c'est ça, avec des humanoïsés un peu, donc avec bras, jambes, etc. Mais en science-fiction, en général, c'est pas si nouveau, par contre, là, dans beaucoup d'autres œuvres que Star Wars, là, ou dans des jeux vidéo, par exemple, de science-fiction, c'est des espèces plantoïdes. Ne serait-ce que Groot dans Les Gardiens de la Galaxie, qui est un plantoïde aussi, mais plus un arbre. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, mais effectivement, dans Star Wars, sur le coup, ça fait bizarre un peu. Par contre, sinon, on a énormément de codes Star Wars traditionnels, et là, ce que j'ai beaucoup aimé dans celui-là, alors que dans d'autres, on était plus proche de la série Rebels, et même de The Clone Wars sur certaines références, là, cette fois-ci, c'est très Rogue One. On a Tarkin, on a Krennic, on a un droïde KX, là, comme code 2 SO. Ouais, tu voulais dire quelque chose? Oui. Krennic, il envoie un droïde à Tarkin, et Tarkin pense automatiquement que c'est pour l'espionner. Et moi qui fini la lecture de Catalyseur il y a pas longtemps, ça m'a vraiment refait penser au livre où ce qu'on voit vraiment que Krennic pense être comme une espèce une concurrence avec Tarkin, qui pense que Tarkin veut... Ben, il l'est, dans le fond. Et ouais. Les deux, c'est ça, cherchent le pouvoir. Ouais, et j'ai trouvé ça vraiment très drôle que ça revienne dans un roman pour plus jeunes. Et c'est ça qui m'a donné aussi le goût de commencer le livre Tarkin. Car dedans, il y avait le vaisseau. Ouais, on l'a pas mentionné, c'est vrai, mais il y a mention, là, Tarkin mentionne son vaisseau, le Pic de la Charogne. Oui, et moi, c'était un nom que j'avais jamais entendu avant. Donc, je me suis dit que si je lisais le roman Tarkin, j'allais sûrement avoir de l'information. Ben, tu l'avais peut-être déjà vu, mais tu n'avais pas fait nécessairement le lien. C'était dans les BD de Poe Dameron, la série de BD Poe Dameron, mais ça se passe beaucoup plus tard, donc c'est plus à Tarkin à ce moment-là. C'est l'agent du premier ordre, l'agent Terex,
qui a le vaisseau, mais c'est précisé que c'est l'ancien vaisseau de Tarkin, il s'appelle le Pic de la Charogne. Mais ouais, c'est ça, beaucoup de références. Comme tu dis, cette rivalité-là, Tarkin et Krennic, de plus en plus, on la voit dans plein d'œuvres différentes. Je pense que le plus récent, ce serait le 3e Thrawn là, de Timothy Zahn, Thrawn Treason. Où est-ce qu'encore une fois, on a Tarkin et Krennic là, en claire compétition. Donc, mais comme tu dis, effectivement, dans Catalyseur, c'était ça beaucoup. Hein, puis c'est compétition violente. Là. Oui. C'est vraiment, là... c'est probablement la fois dans Catalyseur que Krennic est venu le plus près de se débarrasser de Tarkin, ou en tout cas de vraiment gagner cette compétition-là, si on peut dire. Oui. Et j'ai trouvé aussi qu'à la fin, comme on dit que la famille décide de rejoindre la rébellion puis de repartir vers le Tal, je trouve qu'il se laisse une grande porte d'ouverture si un jour ils décident de recommencer ou de publier d'autres tomes pour la série. Ce qui serait vraiment très intéressant de voir comment ils vont combattre l'Empire, comment ils vont s'organiser, est-ce qu'ils vont aider les Bridgers dans leur message. Donc... Ouais, c'est ça, dans un sens, parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est arrivé, ou en tout cas, ils sont pas restés sur le Tal. Parce que c'est ça, dans la série Rebels, où c'était peut-être un début de rébellion qui a échoué, dans le sens qu'au début de Rebels, les parents d'Ezra sont morts, si je me trompe pas, disparus ou morts, et il n'y a pas vraiment encore ben de rébellion. Il y a Bail Organa là, qui essaie d'organiser des trucs de son côté, là, mais pour revenir à l'aventure dans un monde rebelle, j'ai moi aussi trouvé que c'était quand même une très bonne conclusion. Comme tu dis, ça laisse une petite porte d'ouverture pour une éventuelle suite. Dans un sens, avec les BD aventures, on a plus ou moins des suites, ou en tout cas, c'est ça, on revoit les personnages. Pas les parents, là, mais on voit les enfants, puis leurs petits-enfants ou enfants même, de Lina et Milo. Mais effectivement, tu as raison, il pourrait très bien avoir une suite là, avec les parents, voir qu'est-ce qui est arrivé quand ils ont rejoint la rébellion. Et il y a le côté, je le lisais tantôt, le résumé, et la passe que les champignons, se métamorphosent pour voyager dans l'espace, là, donc ça fait vraiment bizarre comme concept, mais j'ai trouvé que c'était pas mal expliqué dans le livre comme tel. Là, dit de même rapidement dans le résumé, ça a l'air bizarre. Mais c'est ça, ils se regroupent là, vraiment, et c'est comme s'ils formaient un méga vaisseau en champignons, là, tous ensemble. Ouais, c'est très bien décrit et vraiment très bien expliqué comment ils procèdent dans le livre. Donc, Tamara, si on faisait le sommaire, la synthèse de tout ce dont on vient de parler, la série comme telle, Aventure dans un monde rebelle, les 7 volumes, et d'ailleurs, je fais une légère parenthèse, surprenez-vous pas si jamais vous êtes lecteur plus du côté anglophone, ça se peut que la numérotation soit pas la même, parce que c'était pas nécessairement 7 numéros en anglais, selon les éditions, en fait, ça a été des fois fusionné. Donc le 1 et le 2 étaient dans le même numéro, etc. Donc surprenez-vous pas. Pour revenir à la critique de la série en général, comment toi tu l'aperçois dans le fond? Moi j'ai pas lu la série Force du Destin chez Bibliothèque Rose. Toi, comment tu la comparerais à ça? Ben, c'est assez dur de les comparer parce que là, c'est vraiment une série qui suit comme une grosse histoire. Il aurait pu faire un gros roman s'ils auraient tout mis ensemble. Tandis que Les Forces du Destin, c'était vraiment des courtes histoires de 15-20 pages chaque histoire. Il y avait 3 histoires dans un livre. C'est vraiment différent, mais j'ai trouvé que la série était excellente. Puis s'il pouvait avoir une suite, moi, je serais très contente. Puis je vous conseille de l'offrir en cadeau ou juste pour initier les plus jeunes parce que c'est assez petit. Il y a des images, ce qui peut vraiment donner du plaisir à lire. Et c'est vraiment des aventures comme des enfants comme nous, en fait. Ouais, dans le fond, c'est 10 ans, la grande sœur, et 8, je pense, le jeune frère. Fait qu'ils peuvent vraiment comme s'imaginer comme les personnages. Donc moi, je la recommande à tous les plus jeunes fans de Star Wars. C'est certain que c'est quand même 7 numéros. Est-ce que tu trouves que d'un point de vue indépendant, un de l'autre, est-ce que tu trouves que c'est quand même des histoires intéressantes si t'as pas la totalité du récit? Ben, j'ai trouvé que individuellement, c'était quand même des histoires intéressantes. Moi, je trouve que certains tomes, on aurait carrément pu les enlever de la série, de l'histoire, puis ça aurait été pareil. Je pense surtout au tome 3. La tanière, ouais, que moi, j'ai vraiment pas apprécié. Il vient en dernier. Il était bon, mais
il ajoutait rien à l'histoire. Ouais, non, c'est ça. C'est peut-être le plus indépendant de la gang. Ouais. Mais c'est ça, parce que c'est sûr que le défi, des fois, ça peut être de trouver, au moins, comme on vous disait en début d'émission, sont encore disponibles en ce moment, donc dans les librairies, les grandes surfaces, etc. Mais c'est ça, des fois, ça va être de les avoir les 7, parce qu'à des places, il va en avoir juste 1 ou 2 disponibles. Ouais. Je suis assez d'accord avec ton analyse là-dessus. Je trouve que c'est une belle série. Ça aurait pu très bien... dans le fond, Bibliothèque Verte, c'est moins leur style, là, mais ils pourraient, Hachette ou un autre, pourrait très bien publier un album avec les 7 numéros là, tous ensemble. Je pense que ce serait quand même très bien. C'est sûr que de l'avoir en petits numéros, pour initier les plus jeunes à la lecture, c'est sûr que ça a un côté intéressant de ce côté-là. Là. Puis l'aspect récompense, j'ai fini un livre. Oui, c'est moins décourageant que de se dire « Ah, il me reste encore 100 pages », tandis que là, ces petits albums, ça se lit vite quand même. Puis on l'a pas mentionné parce qu'on a supposé que vous saviez c'est quoi les bibliothèques vertes, mais dans le fond, c'est quand même des couvertures rigides puis résistantes. Là, donc, moi, Tamara et tes 2 frères, je vous vois souvent partir avec des livres dans vos sacs là, et les maganer. Et les... non, c'est une des raisons pourquoi j'aime bien les albums de Panini pour ce qui est des comics au lieu des couvertures souples, parce qu'au moins avec les grosses couvertures rigides, ça résiste un petit peu mieux aux enfants. Contrairement aux romans... romans traditionnels, qui m'en reviennent avec une couverture déchirée. Oui. Mais, donc, c'est ça, quand même une belle série. Comme tu dis, moi, Puis, tu sais, même les adultes qui veulent en savoir un petit peu plus, par exemple, sur les parents d'Ezra, les Bridger, c'est quand même pas désagréable comme lecture, là. Ça se lit super vite. Donc, pas besoin d'être concentré, là, parce que tu parlais tantôt du livre Tarkin que tu as commencé. C'est un livre de James Luceno. Et James Luceno est quand même le roi des références là, à l'univers étendu à l'époque, maintenant au canon. Et bref, c'est des lectures un petit peu plus ardues. Là, tandis que ça se lit, là, même bien fatigué le soir pour vous endormir, là, ça se lit tout seul. Une belle découverte que ça a été pour moi. Là, et contrairement aussi, je précise, souvent chez Bibliothèque Verte, ça va être des récits qu'on a déjà eus. Par exemple, dans la collection Rebels, il y avait, de temps en temps, il y avait des histoires vraiment inédites, mais beaucoup des numéros de Rebels, c'était des épisodes de la série. Ouais. Même chose là, avec la série Résistance. Ils ont aussi, ils publient des bibliothèques vertes, mais c'est vraiment les épisodes de la série Résistance. Oui. Je pense aussi qu'ils ont fait un livre aussi pour les épisodes à l'écran, qu'on a aussi. Mais c'est ça. Là, ici, c'est vraiment des histoires que vous n'aurez pas à l'écran, que vous n'aurez pas nulle part ailleurs. Donc, on vous encourage à aller les chercher. Donc, Tamara, comme mot de la fin, si on lui donnait une note à cette série de romans-là, de ton côté, tu lui donnerais combien? Je lui donnerais un 17 sur 20. Quand même. Oui, parce que j'ai trouvé que c'était une excellente série. Les romans étaient vraiment bons. Par exemple, c'est ce qui avait un peu baissé la note, c'est que j'ai trouvé que parfois ça pouvait être très prévisible. Et comme j'ai dit, j'ai trouvé que le tome 3, il n'y avait aucun personnage, même pas le capitaine Cordown, qui aurait quand même pu l'enlever ou il aurait pu jamais être publié, puis ça n'aurait pas changé rien dans la série. Mais à 17, c'est quand même une bonne recommandation. Oui, moi je le recommande à tous les jeunes qui aiment Star Wars ou qui veulent juste avoir un premier œil sur Star Wars. Moi, je donnerais peut-être autour d'un 15 aussi, quand même. C'est quand même des bonnes histoires avec des bonnes morales pour les plus jeunes. Je pense que ça atteint sa cible, parce qu'il ne faut pas se le cacher, la cible n'est pas la même qu'un roman justement adulte. Et c'est ça, les enseignements pour les plus jeunes, le côté, toutes les références à Star Wars, tout ça. Et à l'inverse, nous, on prend ces références-là parce qu'on les connaît. Tarkin, etc. Mais à l'inverse, les plus jeunes, ils peuvent les découvrir dans ces livres-là. Puis là, après ça, quand ils vont les retrouver ailleurs, ben là, tu sais, ils vont faire ces liens-là. Donc, non, comme ça reste une bonne initiation. Et en termes de divertissement, c'est ça, tu passes un bon moment. Fait que je trouve que ça mérite quand même un bon 15 sur 20. Donc, c'est sur ces très bonnes notes quand même qu'on va conclure l'émission Tamara. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos impressions sur ce qu'on vient de discuter par courriel à studio@starwars.direct, sur l'article de l'épisode, sur notre site starwars.direct ou sur notre page Facebook, notre compte Twitter, notre
compte Instagram, notre chaîne YouTube, etc. Et n'hésitez pas aussi à nous laisser vos suggestions de thèmes, de sujets pour nos prochaines émissions jeunesse de Star Wars. Donc des suggestions s'il y a des articles, des livres, des choses que vous aimeriez qu'on analyse pour vous. Ça va nous faire plaisir de lire ça. Pour rejoindre notre communauté de fans et d'auditeurs ainsi que pour participer à nos enregistrements en direct, rejoignez notre serveur Discord. Et puis pour montrer vos couleurs, dirigez-vous vers la boutique de Star Wars en direct pour vous procurer toutes sortes d'articles. Comme je disais, on est rendu avec toute une panoplie d'articles aux couleurs de Star Wars en direct ou tout simplement aux couleurs de Star Wars. Et bien sûr, vous pouvez par la suite écouter les émissions sur toutes les bonnes plateformes de podcasts, iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcast et Apple Podcast. On remercie nos partenaires Mint Inbox, Star Wars Holonet, SiteClan.net, Planet Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Et de la part de Tamara et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Et que la force soit avec vous!